Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Axel. Salut Axel. Salut les gars. Et aujourd'hui, on va vous parler, ou du moins plutôt Axel va vous parler de tout ce qui est hormones stéroïdiennes. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais juste que tu te présentes assez rapidement, Axel, pour qu'on puisse savoir un petit peu qui tu es. Alors comme tu l'as bien dit, je m'appelle Axel Ravinet, j'ai 25 ans, je suis coach sportif depuis maintenant 7-8 ans. Je suis aussi formateur pour Bayesian France, aux côtés d'Antoine Fonbonne et Nevin Barnett depuis en tout cas 3-4 sessions, c'est sûr. En termes d'années, ça doit faire 3-4 ans à peu près, vu qu'une formation dure à peu près entre 8 et 9 mois. Mhm. Et puis, je fais du powerlifting, de la force athlétique en français depuis maintenant aussi un paquet de temps, bientôt 10 ans. Et j'ai toujours été passionné un peu par tout ce que je rencontrais. Et il s'est avéré que par rapport à qui je suis, ça s'est cristallisé sur les sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et paradoxalement, moi, j'arrive dans tout ça avec un bac littéraire à la base. Donc, comme quoi, on peut arriver dans des domaines qui n'ont rien à voir avec nos études. Et Ouais, ça, je c'est pense sûr. que c'est super cool de le rappeler. Et du coup, et voilà, aujourd'hui, j'ai ma petite entreprise de coaching, je suis formateur, je m'entraîne dans une salle associative qui est très cool, qui s'appelle le Power Club de Farboutier. Et globalement, je me retrouve ici avec toi aujourd'hui pour parler d'un autre sujet de prédilection que j'affectionne depuis que je suis au lycée, depuis mes 15 ans, 16 ans. Ouais. C'est le sujet à la base des stéroïdes de manière globale, l'augmentation de la performance. Et vu que je suis un mec super curieux, je me suis retrouvé en fait à être passionné d'endocrinologie de manière globale et spécifiquement, on va dire, passionné par les hormones stéroïdiennes. Et du coup, je maîtrise quand même vachement mieux le sujet des hormones stéroïdiennes chez les hommes, mais Mhm. c'est un sujet qui globalement me passionne. Eh ben écoute, très belle description en tout cas. Donc je vois que tu es chaud pour parler du sujet, ça fait plaisir. Et du coup, la première question que je vais te poser, on va commencer assez simple, c'est déjà, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce que c'est que les hormones stéroïdiennes? Alors, en fait, les hormones stéroïdiennes, c'est un groupe d'hormones qui se situe un petit peu à part des autres hormones. Et les hormones stéroïdiennes sont généralement connues par rapport aux androgènes, par rapport à ce qu'on appelle. Alors, on fait souvent l'amalgame en fait avec les stéroïdes anabolisants, mais ce qu'il ne faut pas obliger, c'est que les stéroïdes androgènes, les hormones androgènes, font partie du système physiologique de manière naturelle. C'est-à-dire qu'on sécrète des hormones stéroïdiennes de manière globale, et les plus connus, évidemment, c'est généralement la testostérone et l'œstrogène, même si je pense que la plupart des gens ne savent même pas que l'œstrogène est une hormone stéroïdienne, mais voilà. Et dans l'ensemble, si on rentre un petit peu plus dans les détails, on peut voir qu'il y a 5 catégories, en gros, d'hormones stéroïdiennes en fonction des récepteurs sur lesquels on va jouer. Donc, il y a généralement les glucocorticoïdes avec le cortisol. Pour ceux qui ne connaissent pas, souvent le cortisol, c'est lié au stress, c'est lié au rythme circadien. Par exemple, quand le cortisol est trop élevé, on associe ça en fait à la maladie de Cushing. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, si tu connais. Je connais de nom, ouais. Euh, Mais mais je voilà, connais mais pas en plus fait, que ça. souvent, quand le cortisol est trop haut, on peut associer ça à la maladie de Cushing. On a les minéralocorticoïdes avec l'aldostérone, que généralement on retrouve euh, au sein d'un espèce de complexe d'hormones qu'on appelle le régime rénine-angiotensine-aldostérone, et qui est généralement, en fait, dans le monde du bodybuilding, associé à toute une mécanique autour de la rétention d'eau, etc. Parce que le rôle de l'aldostérone, c'est de réabsorber le sodium et d'éliminer le potassium. Donc, généralement, quand on prend des stéroïdes anabolisants, ça peut jouer sur l'aldostérone, et aussi quand on joue sur la balance sodium-potassium. Ce qui se fait de moins en moins aujourd'hui au bodybuilding, c'est quelque chose sur lequel on a un vecteur sur lequel on a un focus. Ok. Ensuite, dans la troisième catégorie, on a évidemment donc les androgènes, Ouais. avec la testostérone, avec la DHEA, avec la DHT et avec l'androsténédione, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, globalement, ça, c'est la catégorie que tout le monde connaît, avec évidemment la fameuse testostérone. Et en fait, dans le biais d'utilisation de la testostérone, on se retrouve après en fait avec les oestrogènes, qui sont une catégorie à part en fait dans les hormones stéroïdiennes. Donc les oestrogènes, c'est généralement
qualifie comme l'hormone femelle primaire. C'est celle qui développe majoritairement les caractères sexuels primaires chez la femme. Et ensuite, on a la progestérone qui, là aussi, est présente chez les hommes, mais qu'on reconnaît souvent par rapport aux femmes, puisque progestérone, finalement, ça vient de progestation, donc qui supporte en fait la gestation, et c'est une hormone qui est présente chez beaucoup de mammifères pour soutenir généralement ce qu'on appelle l'embryogénèse, donc le développement de l'embryon. Donc voilà. Et un truc que je trouve hyper intéressant, parce que je ne l'ai pas dit en description, mais je suis un mec hyper fan de culture générale et de tout ce qui gravite autour de tout, vraiment. Et une fois, j'avais une discussion avec quelqu'un, il me disait, ouais, mais les stéroïdes, c'est chez les êtres humains, etc., etc. Et j'avais lu un truc qui était hyper cool et en fait que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait aussi on a des hormones, enfin les hormones stéroïdiennes sont aussi présentes chez par exemple les arthropodes et dans ce qu'on appelle l'exuviation, c'est-à-dire le fait que il y a une mue en fait chez les arthropodes. Donc les arthropodes, c'est les crustacés, c'est les insectes, c'est les arachnides. Et bien en fait on a une hormone qui s'appelle l'exitosone, un truc comme ça, l'ecdysone, un truc comme ça. Et en fait, cette hormone est produite en fait en grande quantité pour permettre en fait l'exuviation et du coup la mue de la carapace en fait j'allais dire chez ces animaux, mais non, en fait, chez ces arthropodes. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant de manière globale. Voilà. Ouais, ça c'était la petite parenté culture Ouais, générale. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, t'as très bien résumé. En plus, t'as listé les différentes familles. Donc là, franchement, je pense qu'on est plus perdu. Et puis, c'est déjà super intéressant ce que tu nous as dit. Et justement, pour aller encore plus loin, donc là, tu nous as un peu défini, on va dire, les différentes familles, un petit peu l'arbre généalogique, on peut dire en quelque sorte, Ouais, de ces ouais. hormones. Et du coup, concrètement, pourquoi est-ce que ces hormones-là, elles sont importantes pour ce qui est de la santé, en fait? Bah, en fait, le truc, c'est que les hormones stéroïdiennes, comme toutes les hormones, en fait, participent euh, aux fonctions vitales en fait de l'organisme. Par exemple, si on prend la testostérone, eh bien évidemment ça participe dans l'imaginaire collectif, et ce qui est vrai, hein, à être plus fort, à être plus musclé, mais ça permet aussi de favoriser par exemple la densité minérale osseuse. Donc le fait d'avoir un squelette qui est en bonne santé, qui est suffisamment dense, eh bien par exemple la testostérone participe à ce genre de processus. Mais dans dans une mécanique globale, en fait, le fait d'avoir un bon taux de testostérone permettra en fait une cascade de réactions hormonales qui permettra en fait au final d'être beaucoup plus, d'être en meilleure santé en fait, tout simplement. Et même chez les femmes, évidemment, vu que l'oestrogène c'est un petit peu la testostérone de la femme, évidemment, c'est hyper vulgarisé, mais je pense que tu comprends ce que je veux Ouais. dire. Évidemment, à partir du moment où tu as une déficience sur des hormones qui sont essentielles et qui participent complètement à l'homéostasie, donc à l'équilibre d'un organisme physiologique. Donc, en fait, l'homéostasie, hein, c'est l'équilibre pour ceux qui ne le savent pas. On peut complètement mettre en synonyme d'homéostasie le mot équilibre, eh bien, à partir du moment où ces hormones ne sont pas présentes dans des quantités suffisantes, évidemment, on va se retrouver avec des problématiques de santé générale. Mais je pense que surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les hormones, globalement, il faut les choyer. Et pour la santé, c'est parmi les vecteurs les plus importants de manière globale, si on parle vraiment en termes de santé. Ok, ça marche. Et bah, du coup, parmi ces hormones-là, bah, je pense de toute façon, les gens qui écoutent, c'est surtout, et tu fais bien du coup de plutôt t'appuyer sur ces deux-là, c'est surtout la testostérone et les oestrogènes qui sont les plus connus en Mhm. général, même Ouais, progestérone, je pense, pour certains. Et du coup, si on se penche un peu plus sur la testostérone, ouais. est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que justement la testostérone, on en parle beaucoup dans les sports de force et pourquoi en règle générale cette hormone-là, elle est vraiment importante dans les sports de force, mais aussi dans les autres sports en règle générale? Alors en fait, de manière globale, la testostérone, elle est importante parce que ça va être le vecteur principal, dans une certaine mesure, mais quand on parle d'un point de vue hormonal, de l'augmentation de la masse musculaire.
Et en fait, Ok. par définition, vu qu'il y a un cercle vertueux permanent entre le fait d'être plus musclé et donc d'avoir plus de tissu contractile, ce qui permet donc d'être plus fort, et vu que tu es plus fort, bah, tu as un stress mécanique qui est plus important pour générer de l'hypertrophie de Hmm. manière globale, et bien du coup, en fait, tu augmentes en fait l'efficience de ce cercle vertueux, de ce cycle vertueux même, je pourrais dire. Et donc, du coup, bah, par définition, si tu augmentes ta masse musculaire, bah, tu seras plus fort et donc, bah, du coup, tu seras plus performant. Il est Ok. évident aussi que dans la plupart des sports, et généralement, on a tendance à dire, ouais, mais en fait, les mecs qui prennent des stéroïdes ou qui prennent de la testostérone, c'est des mecs qui font du bodybuilding ou quand on a un champ de vision un peu plus large, c'est des mecs qui font éventuellement du powerlifting, de la force athlétique, de l'haltérophilie, mais en vrai, vu que ça permet d'optimiser beaucoup d'autres processus physiologiques, comme par exemple l'augmentation de la synthèse des globules rouges, dans des sports en fait comme le cyclisme, Ouais. bah, en fait, ça a tout à fait sa place parce que l'oxygénation étant améliorée, et ben, ça permet d'avoir une capacité d'endurance et donc par tout ce qui est lié en fait au transport de l'oxygène amélioré. Donc, ça permet finalement d'être plus efficient sur un entraînement, sur une épreuve, sur une activité qui va être plus longue. Et dans la mesure aussi, je pense, là, je suis pas. Alors, je ne vais pas dire que je suis pas convaincu, mais je pense que c'est un peu plus abstrait ce que je veux dire, c'est que dans les sports de force, il y a besoin, et je me bats un peu avec ça, avec certains de mes élèves, il y a besoin d'une certaine agressivité, en fait, dans le sport, mais pas agressivité au sens où tu vas te retrouver à insulter tout le monde et à être un vrai con. Évidemment que c'est pas ça, mais c'est avoir un certain entrain, en fait, vis-à-vis de tes performances, vis-à-vis de ta barre, vis-à-vis Ouais, je de... vois ce que tu veux dire. tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et en fait, la testostérone fait partie des moteurs de ce genre de comportement, on va dire. Et donc, par définition, même si je ne dis pas du tout qu'il faut hurler comme un fou quand tu vas faire une grosse barre au deadlift, mais évidemment avoir une certaine agressivité, un certain entrain vis-à-vis de la performance, sans être tout doux dans son petit coin de la salle, en mode je suis tranquille, je fais mes petites haltères. Bah évidemment que le fait d'avoir beaucoup de testostérone, d'avoir un taux de testostérone optimal, favorisera ce genre de comportement. Et si on va même un petit peu plus loin et qu'on pousse en fait pourquoi il peut y avoir ce raisonnement, c'est que quand tu regardes à la base l'essence d'un homme qui est plutôt fait euh, dans l'évolution, on sait que, alors je risque de me faire taper dessus et de me faire taper sur les doigts, mais à la base, il y a quelque chose d'assez intérieur en fait sur la femme. C'est-à-dire qu'à l'époque plus préhistorique, les hommes étaient souvent plus chargés d'aller euh, s'occuper de ramener à manger. Et du coup, il y avait cette notion quand même de combativité, d'agressivité que l'homme devait aller chercher pour ramener de la nourriture. Et en fait, avec la femme, il y avait plutôt cette notion de s'occuper de l'intérieur, s'occuper de la maison, en fait, tu vois, était un peu plus avec un instinct maternel, en fait. Hein. Finalement, quand on parle Hmm. de l'instinct maternel, on parle de ça. Évidemment, aujourd'hui, à aucun moment, je dis qu'une femme doit rester dans une maison. Je suis absolument pas de ce genre de discours, mais je le précise parce qu'on sait que ça peut aller très, très vite Oui, aujourd'hui. oui, oui. Et, et du coup, bah, en fait, je pense que la testostérone favorise en fait tout ce qui est cette relation en fait à l'extérieur, à la combativité, à l'agressivité. Et en fait, du coup, par le processus d'évolution, c'est comme ça que ça s'est manifesté. Et donc, je rappelle, tout ça, c'était pour faire le lien avec cette notion d'agressivité, de combativité envers une performance sportive de manière globale. Ouais, mais tu vois, de ce point-là, moi personnellement, je suis d'accord. Enfin, tu vois, c'est le côté un peu agressivité en mode tu te diriges par exemple vers ta série, vers la barre, peu importe, et t'as vraiment, entre guillemets, cette envie, mais très forte, de faire la performance qu'il faut. Ouais. Et tu sais, vraiment, enfin, souvent t'es à moitié dans ta bulle et tout, mais enfin, tu fais même pas attention à l'environnement extérieur, mais c'est pas pour ça que t'es super discret. Enfin, c'est assez Mmh. compliqué à expliquer, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et Mais, personnellement, je suis mais, d'accord. mais de toute façon, de manière globale, tu verras entre guillemets, quasiment jamais quelqu'un qui a un faible taux de testostérone, qui est assez renfermé sur lui-même, qui ne parle pas, qui n'a aucune motivation, parce que évidemment que la testostérone chez un homme participe énormément à une sensation de bien-être. Hein. Mm. C'est pas nouveau de dire qu'un homme qui a un taux de testostérone qui est faible aura plutôt tendance à avoir des symptômes dépressifs, à avoir une tendance à la dépression. Donc du coup, par définition, je pourrais presque dire qu'un homme qui a un taux de testostérone correct
voire dans la fourchette haute d'une analyse sanguine, aura plutôt tendance à avoir une une assez belle pulsion de vie, donc une assez belle pulsion d'aller chercher, d'aller combattre, d'aller chercher ce qu'on a envie d'aller chercher. Et donc, du coup, bah, par définition, avoir un mec qui a plutôt une tendance dépressive rimera souvent, pas à coup sûr, parce que ça serait l'objet d'une longue discussion, parce que je ne suis pas sûr non plus qu'un homme qui a un taux de testostérone à 150 nanogrammes par millilitre soit extrêmement bien dans sa peau. Mais une fois de plus, on revient au concept que j'ai dit tout à l'heure avec le concept d'homéostasie. Mais un homme qui sera dans la fourchette haute d'une analyse sanguine à des dosages physiologiques aura plutôt tendance à avoir une belle pulsion de vie, ce qui Ouais. rime avec le fait, une fois de plus, d'aller chercher des performances et ce que je disais tout à l'heure. Ouais, non mais carrément. Et du coup là tu viens un petit peu d'amorcer le sujet, un petit peu du dosage, d'avoir un bon taux de testostérone, etc. Et du coup, Mhm. comment est-ce qu'on fait pour, même si je pense que tu as déjà un peu dit la réponse, mais c'est pour savoir si peut-être il y a d'autres moyens ou d'autres signes, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a de bons taux de testostérone concrètement? Bah, évidemment, le moyen le plus fiable et le plus concret, le plus direct, c'est de faire une analyse sanguine Ouais. en testant sa testostérone, donc en testant les marqueurs sanguins qui sont chargés de voir le taux de testostérone qu'on a. Généralement, c'est bien d'avoir un test avec les trois taux de testostérone, c'est-à-dire la testostérone totale, la testostérone libre et la testostérone biodisponible. Et généralement, ce qu'on regarde, c'est la testostérone libre. Et généralement, la testostérone libre se situe entre 2 et 9 nanogrammes par millilitre. Ok. Alors après, en fonction des labos, on se retrouve à entre 1 et 8, des fois entre Hmm. 2,5 et 9,5. Mais globalement, euh, un homme qui regarde sa testo libre et qui se situe à 5, 6, 7, 8, 9, il est bien. Il est dans un taux de testostérone qui est correct, qui est favorable, qui est bon physiologiquement parlant. Et je pense qu'il y a des gens peut-être qui auront testé leur testostérone, qui vont écouter le podcast. Des fois, on peut retrouver le dosage de la testostérone en nanomol par litre. Donc voilà, après, de toute façon, dans les prises de sang, généralement, il y a l'échelle à côté, il y a la range pour savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à la norme globale. Mais oui, la prise de sang, ça reste évidemment le meilleur moyen de savoir si on a un taux de testostérone qui est correct. Mais après, il y a des signes globalement, je pense, qui ne trompent pas. Évidemment, quand on reste naturel et qu'on n'utilise pas de stéroïdes androgènes Ouais. anabolisants et quand du coup on a un apport exogène, c'est évidemment si tu as une libido qui est correcte, si tu as une récupération qui est correcte, si tu as tes performances qui augmentent régulièrement à la salle, si tu es plutôt enjoué de vivre ta vie ou si tu es plutôt sur un mode dépressif, Hmm. déjà quand on prend ces quatre marqueurs-là, on peut assez facilement distinguer quelqu'un qui aura plutôt un taux de testostérone correct. Ceci dit, j'ai déjà discuté avec pas mal de mecs qui étaient des mecs qui étaient plutôt musclés, des mecs qui avaient des performances qui étaient correctes par rapport au commun des mortels. Et quand tu faisais une prise de sang, leur taux de testostérone n'était pas du tout très haut. Donc, dire qu'il y a une causalité complètement directe avec ce que je viens de dire, pas forcément. Dire qu'il y a une corrélation, je pense que oui, ça reste vrai dans l'ensemble. Mais en tout cas, si on mixe un petit peu donc les cinq marqueurs que je viens de proposer, la prise de sang, la libido, la récupération, la prise de muscle, et plutôt un symptôme dépressif ou non, si on se base sur un plan purement physiologique, on a déjà un spectre qui est vachement cool à balayer pour savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça. Ok, bah écoute, je pense que là t'as dit pas mal de pistes, donc de quoi faire. Et puis après c'est sûr que oui, la prise de sang restera presque tout le temps, même pour plein de choses, la meilleure solution. Ouais, Mais avec les cas autres facteurs que t'as dit, je pense qu'il y a moyen déjà de se donner une idée générale, quoi. ouais, ouais, complètement. Et du coup maintenant, parce que la testostérone, au final, on en parle beaucoup chez les hommes, on en parle Mhm, beaucoup moins chez les femmes. Et mhm. est-ce que tu pourrais nous parler de la testostérone chez les femmes, à quel point ça limite en fait la prise de masse musculaire, vu qu'on sait qu'elle se fait différemment par rapport à chez les hommes, et aussi la prise de force euh, liée à la testostérone, justement. Alors, euh, tu me dis qu'on sait. Alors, évidemment qu'elle se fait différemment, la prise de muscle et même la prise de force de manière globale se fait, je te dirais, différemment d'un point de vue hormonal entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas quelle
connaissances tu as sur ce sujet, mais globalement, aujourd'hui, on arrive à voir quand même qu'une femme arrive à prendre autant de masse musculaire qu'un homme. Ce qui fait la différence, souvent, c'est le ratio. C'est que les femmes sont moins grandes, qu'elles ont besoin aussi d'un taux de masse grasse plus important pour fonctionner correctement physiologiquement parlant. Par exemple, un homme qui se situe à 5-6% de masse grasse, chez une femme, en fait, ça correspond à 15-16%. Il y a un ratio globalement de 10% entre les hommes et les femmes. Donc déjà, ça, forcément, je pense que ça joue, tu vois, sur le ratio global. Donc évidemment, les femmes vont avoir moins de testostérone que les hommes. Par contre, elles ont quelque chose en plus que nous, on a en moins, donc c'est-à-dire les oestrogènes. Et en fait, le truc, c'est que les oestrogènes, de manière globale, c'est une hormone qu'on a tendance à blâmer, mais une fois de plus, tout est une question d'homéostasie. Alors voilà, quand je dis à blâmer, c'est chez les hommes, parce qu'évidemment, un homme qui a trop d'oestrogènes pourra développer des caractères sexuels féminins, entre guillemets, la fameuse gynécomastie, donc qui est le développement du tissu mammaire chez un homme. Et ça, donc, c'est extrêmement présent dans le bodybuilding, quand on ne gère pas bien ses taux d'oestrogènes, etc. Mais pour revenir au sujet principal sur la femme, c'est qu'en fait, les oestrogènes sont aussi extrêmement anabolisants et anticataboliques. Donc, du coup, en fait, je te dirais qu'il y a un certain équilibre, en fait, tout simplement, entre les hommes et les femmes. Les hommes ont plus de testostérone, mais ils ont moins d'oestrogènes. Et puis les femmes, en fait, c'est un petit peu, enfin, c'est pas un petit peu l'inverse, c'est l'inverse. En fait, elles ont beaucoup plus d'oestrogènes et elles ont moins de testostérone. Donc, du coup, de manière globale, je te dirais que il n'y a pas vraiment en fait de limite. Il y a une espèce de compensation physiologique et évolutive en fait entre les hommes et les femmes en fonction de leurs besoins. Mais à aucun moment je pense qu'on peut vraiment dire que en gros les femmes sont moins bien servies physiologiquement parlant et hormonalement parlant pour développer de la masse musculaire, pardon, ou pour développer de la force. Puisque, bah, en fait, dans tous les cas, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, elles ont plus d'œstrogènes. Donc, finalement, lorsqu'elles vont s'entraîner, c'est les œstrogènes qui vont être chargés de s'occuper de la création de la masse musculaire pour le côté anabolique, pour le côté anticatabolique aussi, donc pour éviter la dégradation de la masse musculaire. Et du coup, bah, en fait, elles, leur cercle vertueux entre prise de force, prise de muscle et prise de muscle et prise de force, bah, au lieu qu'il soit hautement géré par la testostérone, sera en fait hautement géré par les oestrogènes, tout simplement. D'accord. Ok, c'est super intéressant en tout cas. Mais je pense que c'est pas mal que tu aies un peu détaillé ça parce que généralement, effectivement, les oestrogènes, on n'en parle pas du tout en lien avec la masse musculaire, la prise de masse, Mhm. etc. Donc je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens encore ne savaient pas. Ouais, ouais. Et tu vois, il y a un petit truc, je pense, qui peut être intéressant à développer. Et là, on va plus rentrer dans le cadre de certaines personnes qui utilisent des stéroïdes anabolisants. Ouais. En fait, si tu veux, je sais pas, est-ce que tu connais bien le sujet ou pas du tout? Alors je t'avouerai que concernant les œstrogènes, si on parle œstrogènes par rapport à prise de masse musculaire, là je connais vraiment pas grand-chose. Je suis Ok. assez Donc limité. en fait, ce que j'allais dire, c'est que souvent, en fait, quand, par exemple, un mec prend de la testostérone, alors il y a plein de stéroïdes anabolisants, hein. Il y a la testostérone, il y a la trenbolone, il y a la nandrolone, il y a ensuite des dérivés de la DHT comme euh, le mastéron qu'on appelle drostanolone, on a le primobolan qu'on appelle méthénolone, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a le nom du médicament et le nom de la molécule, comme par Ok. exemple, on va prendre, je sais pas moi, un efferalgan. Efferalgan, c'est le nom du médicament, mais l'efferalgan est composé de paracétamol. C'est la même chose pour le dafalgan, etc. Donc en fait, on a toujours le nom de la molécule et le nom du médicament. Donc, tu vois, par exemple, de manière complètement d'un point de vue culture générale, de manière globale, les hommes, tu vois, en France, qui viennent utiliser ce qu'on appelle de la testostérone énanthate. Mm. Donc énanthate, c'est l'ester, c'est la durée de vie de la molécule, si on schématise un petit peu la chose. Le nom du médicament, c'est incroyable. Je l'avais en tête, je viens complètement d'oublier le nom du médicament. C'est incroyable. Ça va me revenir, mais voilà. Mais ça me reviendra. Et du coup, la testostérone, quand elle est utilisée par des hommes qui se dopent ou qui font une TRT, en fait, ce qu'on a tendance à vouloir faire, c'est limiter en fait au maximum la conversion de la testostérone
en œstrogène. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le mécanisme de production de la testostérone, chez l'homme, en fait, il y a un rétrocontrôle par rapport aux oestrogènes, et j'y reviendrai après. Mais surtout, du coup, quand on est un homme, bah, on ne veut pas surtout avoir trop d'oestrogènes pour en fait ne pas se retrouver avec des problématiques comme la gynécomastie et donc bah, le développement de tissus mammaires alors qu'on est un homme et bah, par définition, quand on est un homme, on n'a pas envie d'avoir des seins. Enfin, jusque-là, il n'y a rien y a rien d'exceptionnel. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en fait des anti-aromatases. Et en fait, un anti-aromatase qui est hyper connu, c'est l'arimidex. Et en fait, l'objectif de l'arimidex, c'est de limiter en fait la présence de l'enzyme aromatase pour diminuer en fait la conversion de testostérone en œstrogène pour diminuer en fait les chances, la probabilité d'avoir une gynécomastie si on reste hyper global et qu'on se Ok. focus sur un seul point. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, la plupart des utilisateurs ne font pas spécialement de prise de sang, donc ils commencent à prendre de la testostérone à un dosage X, et en fait, les mecs prennent de manière complètement récurrente de l'arimidex. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ces mecs-là crachent soit leurs oestrogènes, ce qui fait que, bah, en fait, on n'est plus du tout dans ce processus d'homéostasie, et du coup, bah, les mecs se sentent fatigués, les mecs se blessent parce qu'il y a il y a toute une régulation, il y a tout un concept autour des oestrogènes. Si un homme a des oestrogènes trop bas, la libido diminue, souvent il y a plus de chances de blessures, etc. Et en fait, euh, ce qui est hyper important de comprendre, c'est une fois de plus cette notion d'homéostasie. Et même un mec qui vient prendre de la testostérone exogène aurait tout intérêt, par définition, à essayer de favoriser un taux d'oestrogène le plus haut possible pour sa santé, sans avoir d'effets secondaires. Donc, c'est-à-dire que par définition, ça vient limiter la quantité de testostérone à la base qu'on peut prendre. Mais vu que l'arimidex ou tous les anti-aromatases ou tous les anti-oestrogènes peuvent produire des effets secondaires, eh bien, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est quand on se dope de manière plutôt intelligente et avec une certaine cohérence, c'est avoir un taux de testostérone supraphysiologique qui propose une certaine conversion en oestrogène, mais que cette conversion en oestrogène, en fait, finalement, soit soit la plus haute possible, sans générer d'effets secondaires. Ce qui permet qu'en fait, au final, tu gardes une bonne libido, tu gardes une certaine homéostasie entre testostérone et oestrogène, et en plus de ça, tu viens pas rajouter une molécule par-dessus tout ça, qui en fait n'a pas forcément lieu d'être de manière globale. Ouais, je vois, c'est super intéressant en vrai. Et puis je pense que c'est bien d'avoir parlé, même si évidemment, je pense qu'il y a pas mal, enfin la majorité des gens qui écoutent ne sont pas forcément prêts à se doper ou je sais pas quoi. Je pense que l'exemple que tu as donné là, c'est pas mal parlant et ça montre encore une fois l'importance de l'équilibre, comme tout le temps. Et, Bien sûr. et du coup, ouais, c'était super intéressant en tout cas. Et du coup, là, on a parlé, t'as mis un petit accent sur les oestrogènes et je trouvais ça pas mal. Euh, et je pense que une question qui serait pas mal, c'est que tu nous donnes, selon toi, 5 astuces qui te paraissent, on va dire, les mieux, entre guillemets, pour justement améliorer sa production de testostérone, on va dire, de façon naturelle, sans passer par les dopants. Alors, évidemment il y a plusieurs manières d'augmenter sa testostérone. Je pense que la base des bases, puisque dans la mesure où en fait la production de testostérone dépend à la base en fait de la production de cholestérol, et bien en fait le fait de rajouter dans son alimentation des lipides qui vont permettre d'augmenter le taux de cholestérol, bah par bon sens et en fait par cascade finalement physiologique, plus il y a de cholestérol et plus en fait il y a en tout cas un potentiel de conversion en testostérone. Donc, je dirais que la première chose, c'est de manger tout simplement assez de lipides et du coup d'apporter d'apporter en fait du cholestérol via son alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cholestérol alimentaire n'augmente pas non plus de manière drastique le cholestérol sérique, donc le cholestérol sanguin, mais c'est une piste évidemment à explorer. Je dirais que ensuite il y a tout ce qui est augmentation du zinc, du magnésium, parce que le zinc participe complètement à l'augmentation de la synthèse de la testostérone. Et un petit mot sur ça, c'est qu'en fait, généralement, les gens ont tendance, et j'ai envie de te dire à mon grand désarroi, quand ils vont voir
un médecin et qui leur montre leur prise de sang, je dis n'importe quoi, disons que le zinc doit se trouver entre 10 et 50. Et en fait, lorsqu'ils vont chez leur médecin, on va dire que le zinc est à 17. Ok. Le médecin va leur dire, bah nickel, nickel, en fait, vous êtes dans la range, donc il n'y a aucun problème avec ça. Sauf qu'en fait, quand on veut booster quelque chose, quand on veut être optimal sur quelque chose, bah, en fait, l'objectif, c'est pas d'être à 17. Hmm. L'objectif, ça serait d'être à 47, 48, 49, 50, pour être en fait au plus haut de la range, pour bénéficier en fait au maximum de l'intérêt du zinc sur, en l'occurrence ici, la production de testostérone. Et du coup, évidemment que la littérature scientifique propose des datas sur l'optimisation du taux de zinc à consommer pour d'un point de vue santé. Je pense que c'est un sujet que tu maîtrises très Ouais. bien, que j'ai vu passer sur Instagram. Euh, donc généralement, on recommande entre 15 et 30 mg en fonction de si on est une femme ou si on est un homme. Globalement, tu me reprends après, il n'y a pas de souci sur le sujet. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mecs en fait, qui vont prendre 30 mg de zinc et qui vont se retrouver en fait, à avoir un taux de zinc globalement qui n'est pas ouf. Alors du coup, moi, ce que je recommande plutôt quand j'ai des athlètes qui veulent optimiser leur taux de testostérone, je leur dis, bah, on se base sur ce que dit la littérature scientifique pour l'instant. Hop, tu fais une prise de sang, tu testes ton zinc, tu testes ton magnésium, tu testes ton magnésium érythrocytaire, etc. On voit ce que ça donne. Et puis éventuellement, on augmente un petit peu. Et puis on voit en fait si ta range augmente. Et du coup, bah, par définition, si tu te retrouves à 46 sur 50 pour ton zinc, bah là, ok, là, on est pas mal. Mais peut-être que pour toi, ça sera 45 mg de zinc de manière quotidienne. Sachant que ce qui est hyper particulier dans cette approche, c'est que moi, j'ai très souvent tendance à faire extrêmement confiance à la littérature scientifique sur ce qui est proposé, mais c'est qu'en fait, en pratique, quand je l'ai vu de moi-même, en étant à 30 mg de zinc par jour, en fait, j'étais pas du tout dans la range haute, en fait, quand je faisais ma prise de sang. Donc, du coup, je pense que ça, c'est intéressant d'en avoir conscience. Ouais. Tu as peut-être un petit mot à dire sur le zinc? Bah écoute, ce que tu as dit déjà, l'idée générale, moi je suis carrément d'accord. Après, concernant la supplémentation, ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que le zinc, c'est un nutriment qui est pas, on pourrait dire en fait qu'il est pas vraiment stocké dans le corps, donc il faut vraiment comprendre que c'est important de supplémenter et de pas hésiter en quelque sorte à, comme tu l'as dit, à augmenter les dosages de supplémentation Mhm. selon les résultats. Et puis après, toujours garder en tête qu'il ne faut pas non plus aller dans un total excès parce que ça reste un nutriment qui peut causer de la toxicité, notamment d'un point de vue neurologique. Mais non, sinon, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Voilà, bah, en fait, c'est souvent ce que je dis à mes élèves ou à mes athlètes, c'est je leur dis, une fois de plus, hein, c'est incroyable, mais en fait, je pense quand on parle d'hormones ou qu'on parle de micronutriments, de Mm. vitamines, c'est vraiment toujours cette notion, en fait, vraiment d'homéostasie et d'équilibre. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que un fort taux de zinc favorise la déplétion en cuivre, je crois, si je ne dis Ouais, pas de ouais, bêtises. ouais. Et donc, du coup, bah voilà, tu vois, par définition, avec ce genre d'exemple, on comprend bien que l'objectif, c'est vraiment d'être optimal sur tous les points. Parce que si c'est avoir un super taux de zinc pour avoir un taux de cuivre dégueulasse, bah en fait, finalement, C'est c'est pas ça. intéressant. Donc, donc voilà. Donc ce que je viens de dire par rapport au zinc, c'est la même chose pour le magnésium, parce que le magnésium soutient aussi la sécrétion de testostérone. Et quelque chose qui est un peu moins connu, on a aussi la vitamine C. On a aussi la vitamine C qui a un rôle assez cool sur le maintien d'un bon taux de testostérone. Et là où généralement la littérature scientifique je trouve, enfin, n'a pas des dosages qui sont vraiment excessifs. Et du coup, quand on teste le taux d'acide ascorbique sur une prise de sang, on ne se retrouve pas avec des taux qui sont fous. Et pour le coup, là, sur ce que je veux dire, je m'étais basé sur les paroles de Laurent Erasme. Je ne sais pas si tu connais Laurent Erasme, Non, ça me dit mais rien. c'est un mec qui prépare beaucoup d'athlètes en bodybuilding et qui est complètement fan de physiologie interne. Ok. Et il avait proposé, lui, par rapport à ce qu'il avait vu, de consommer 3 grammes de vitamine C par jour, répartis en 3 fois dans la journée, parce que en fait la vitamine C, lorsqu'on la consomme en fait à trop haute dose d'un coup, en fait, pour l'expliquer simplement, plus le taux de vitamine C consommé est important, et plus l'absorption est faible en fait. Et Ouais. donc je crois que par exemple quand on était genre à 3000 mg de vitamine C en consommation, on n'absorbait que 1000 ou 1500 mg et que du coup quand on consommait par exemple 1000 mg de vitamine C en une fois, on se retrouvait à 750 mg d'absorption. Donc du coup au final le fait de splitter sa dose dans la journée était plus intéressante.
Ok. Mais la vitamine C aussi participe énormément, en fait, selon ses dires, j'ai pas regardé la littérature scientifique sur le sujet, à un bon maintien de la vitamine, du taux de testostérone. Donc, voilà ce que je pourrais dire de manière globale sur le côté plus micronutriments et vitamines. Euh, Ensuite, on a la supplémentation en prégnénolone et DHEA. Pour expliquer ce que c'est rapidement la prégnénolone et la DHEA, en fait, dans la cascade de production de la testostérone, on se retrouve en fait au début à avoir, euh, je vais l'attraper par quel côté pour pas que ça soit trop compliqué et que ça dure des heures. En gros, à la base, on a la GnRH qui est sécrétée par une glande et la GnRH favorise, donne le signal aussi de production de LH et de FSH. Ok. La LH, en fait, c'est l'hormone qui va être chargée de donner le signal de sécrétion de la testostérone. Donc, en gros, la LH favorise la sécrétion de testostérone et généralement, de manière un petit peu simplifiée, la FSH, donc qui sont les deux hormones de la fertilité globalement chez les hommes et chez les femmes, Mm. la FSH est l'hormone qui est plutôt chargée de donner un indicateur ou de donner le signal de sécrétion de la enfin, de déclencher en fait la spermatogénèse et donc il y a un lien évident entre le taux de FSH et la qualité du sperme et des spermatozoïdes. Donc, du coup, en fait, quand on se retrouve dans cette fameuse cascade, il y a la GnRH qui dit à la LH, qui dit à la LH, OK, il faut produire de la testostérone. Donc, la LH se retrouve à produire de la testostérone. Et au début de cette cascade enzymatique, la LH se retrouve en fait à faire en sorte qu'il y ait une production de prégnénolone. Et en fait, la prégnénolone, c'est, on va dire, la première hormone de la cascade hormonale de production de la testostérone. Ok. Euh, Aujourd'hui, la prégnénolone, c'est un petit peu compliqué de dire qu'elle a un réel impact sur la sécrétion de testostérone, mais en tout cas, c'est une hormone de manière globale qui propose plutôt des effets intéressants, ou en tout cas des effets encourageants aujourd'hui dans la littérature scientifique, comme une certaine dynamique pro-inflammatoire, comme le fait de favoriser la mémoire, comme le disait beaucoup Will à un moment, c'est vraiment l'hormone de jouvence par excellence, qui a un certain effet anti-âge, etc. Et en fait, dans cette cascade enzymatique, une fois qu'on a la prégnénolone, juste en dessous, après, on va avoir la DHEA. Et en fait, la DHEA, il se pourrait qu'il y ait à peu près 5% de la DHEA totale qui soit convertie en fait en testostérone. Donc le fait d'avoir un taux de DHEA optimal permet en fait d'augmenter, évidemment pas de manière complètement exponentielle, mais le taux de testostérone. Donc le fait de se supplémenter en DHEA au moins, même si on laisse la prégnénolone de côté, sait-on jamais, le fait d'augmenter sa consommation de DHEA, et là ça se fait complètement via l'achat de DHEA, eh bien ça peut permettre d'augmenter le taux de testostérone. Et pour ceux qui sont curieux de connaître leur taux de DHEA, une prise de sang, on demande la DHEA et on aura en fait son taux de DHEA sanguin. D'accord. Je pense que dans l'ensemble, évidemment, il y a tous les conseils, dormir, évidemment, dormir correctement, avoir un repos de qualité. C'est sûr que si on dort 3 heures par nuit, qu'on fume toute la journée, qu'on boit de l'alcool à outrance et que Oui. on s'entraîne pas, bah voilà. Enfin, et je pense que pour les gens de ton podcast, c'est une habitude Ouais, c'est d'avoir ce ça. genre de discussion. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris ça en premier. Mais évidemment qu'avoir une hygiène de vie correcte sera le premier vecteur d'augmentation de la testostérone de manière naturelle. Donc voilà. Ouais, non, mais t'as eu raison de directement, on va dire, partir sur les Oui. points un peu plus précis. Euh, Parce que bon, avoir un bon sommeil, etc., ça on le répète tout le temps, donc au final ça fait un peu de bon sens, quoi. Donc Mhm. non, non, bah, en tout cas très intéressant. Donc du coup, pour récapituler un petit peu, donc la première chose, donc t'avais parlé micronutrition déjà. Mhm. Donc tu avais parlé du zinc, qu'il fallait faire attention au Mhm. bon niveau. Ouais. Magnésium, vitamine Ouais. C aussi. Ouais. Il me semble que tu n'avais pas dit un quatrième, hein. Je crois que c'était ces trois-là Ouais, principalement. j'avais dit que c'est trop. Ouais, j'avais dit que c'est trop là. Donc, et puis après, du coup, tu as parlé vraiment d'hormones, on va dire, où on peut se supplémenter. Donc la DHEA, celle-là je Mhm. connaissais. Et la prognénolol, ça se dit comme ça?
Prégnénolone. Pregnenolone, ok. Ouais. Donc du coup voilà, et par contre t'avais pas dit... Attends, j'ai un trou de mémoire, t'en avais pas dit un autre conseil juste avant la micronutrition? Attends, je réfléchis. Il me semble pas. Ouais, non, non, c'est peut-être moi. Euh, C'est peut-être moi. Après, il y a vraiment beaucoup de petits compléments à rajouter. Après, je pense que sur un individu lambda qui veut juste tu vas comprendre pourquoi je dis lambda sur un individu. Par exemple, admettons, toi, tu as envie d'optimiser ta testostérone, tu vas pouvoir augmenter ta consommation de zinc, augmenter ta consommation de magnésium, Hmm. augmenter ta consommation de vitamine C, éventuellement consommer de la DHEA. Après, il y a pas mal d'autres petits trucs autour. Il y a certaines vitamines du groupe B, comme la B12, qui sont intéressantes. Il y a aussi certains suppléments comme l'ashwagandha, qui propose des résultats assez intéressants sur l'augmentation du taux de testostérone. On a le fenugrec. Donc là, c'est plutôt des plantes, etc. On a aussi le maca, parce que le maca favoriserait en fait de mémoire la production de LH, ce qui en fait du coup favoriserait, si je vulgarise, la quantité de signal pour augmenter le taux de testostérone, enfin, pour augmenter la sécrétion de testostérone et donc, a fortiori, augmenter le taux de testostérone. Ouais. Euh, mais voilà, des petits trucs comme ça, il y en a beaucoup. J'en connais pas mal parce qu'en fait, bah, moi, souvent, j'ai des mecs qui viennent me voir en mode bah, Axel, je t'avoue, j'ai pris des stéroïdes, j'arrive pas à retrouver un bon taux de testostérone, ou bon, j'ai un peu fait ça comme un, je suis désolé, comme un gogol. Donc, du coup, bah, aujourd'hui, je me retrouve un peu dans une situation un peu particulière à ce niveau-là. Euh, Bah, c'était facile de prendre des stéroïdes, mais maintenant, faire une relance, bah, en fait, là, maintenant, j'aimerais être optimal et faire les choses correctement. Et donc, du coup, bah, quand tu veux vraiment être full optimal sur ta, parce que là, on parle même pas d'augmentation de ton taux de testostérone, on parle vraiment d'optimisation de ta sécrétion en fait de A à Z, parce que un homme qui prend de la testostérone exogène en fait se voit avec un taux de testostérone endogène qui devient nul, parce qu'en fait, pour revenir sur cette fameuse boucle de rétrocontrôle dont je parlais tout à l'heure, Ouais. en fait, quand il y a suffisamment de testostérone dans le sang, là, en l'occurrence de manière exogène, le corps vient en fait arrêter la production de manière endogène, puisqu'en fait, il y en a assez. Donc en Hmm. gros, il se dit, bah, à quoi ça sert que je continue d'en produire, puisque en fait, il n'y a pas besoin. Et en fait, ce qui se passe, et je pense qu'il peut être intéressant d'évoquer ici, vu qu'on parle de la testostérone, qu'on parle des oestrogènes, qu'on parle de l'optimisation, etc., c'est qu'en fait, dans la production de testostérone chez un homme, en fait, il y a un rétrocontrôle négatif. Et en fait, ce rétrocontrôle négatif, c'est tout simplement un mot un peu compliqué pour dire que, en gros, il y a un système de régulation de production de la testostérone qui se passe en fait de la manière suivante, et ça explique aussi en fait pourquoi est-ce que lorsque un individu qui prend de la testostérone exogène ou qui prend des stéroïdes de manière globale, des stéroïdes anabolisants évidemment de manière exogène, vient faire une relance en utilisant ce qu'on appelle des anti-œstrogènes, c'est parce qu'en fait la boucle de rétrocontrôle de production de la testostérone se base en fait sur les oestrogènes. Et du coup, en fait, ce qu'il faut pour relancer la production naturelle de testostérone, en fait, c'est faire croire à son corps qu'il y a assez d'oestrogène, ou voire même qu'il n'y a plus d'oestrogène. Ça dépend comment on prend le truc. Et du coup, on prend ce qu'on appelle des anti-oestrogènes. Ces molécules viennent se mettre sur le récepteur d'oestrogène, pardon. Et du coup, le corps se dit, merde, là, il n'y a plus d'oestrogène. Et en fait, comment on fait des oestrogènes? Bah, par la testostérone, avec la conversion de l'aromatase dont je parlais tout à l'heure. Hmm. Donc, du coup, le corps, vu qu'il voit qu'il n'y a plus d'oestrogène, il se dit, faut que je produise à fond de la testostérone pour avoir à nouveau en fait une conversion d'oestrogène convaincante, efficiente, inhérente à la physiologie interne. Et du coup, en fait, c'est comme ça que se passe une relance. En fait, on prend des anti-œstrogènes qui bloquent les récepteurs d'oestrogène, ce qui fait croire au corps qu'il n'y a plus d'oestrogène, donc ce qui force en fait la production de testostérone à nouveau pour en fait avoir un taux d'oestrogène qui est correct. Ok. Rétrocontrôle de la testostérone qui n'existe pas en fait chez les femmes, pour le coup. Ok, bah c'est super intéressant en tout cas. Et puis c'est bien parce que là, t'as, entre guillemets, t'as redonné quelques détails en plus de ce que t'avais donné tout à l'heure. Et bah, ça nous a permis aussi de comprendre le pourquoi du comment de choses que t'avais dit aussi auparavant. Donc moi, je trouve ça top. Bah écoute, t'as fait un petit peu le tour de ce que je voulais te demander. Je sais pas si t'avais peut-être des dernières remarques à ajouter ou pas.
Comme ça, qui me viennent pas spécialement, mais si tu as une question de manière globale, peu importe, ou quelque chose qui n'est pas clair, surtout n'hésite pas. Il y a vraiment aucun souci si tu veux que je détaille un point en particulier. Donc c'est comme tu le sens. Bah écoute, pour moi personnellement tout a été clair. Bah de toute façon, si une personne a des questions ou quoi, je mettrai ton Instagram, donc elle pourra toujours aller te poser la question. Bien sûr. Mais voilà, pour moi ça a été clair et je pense qu'on a fait le tour bien, bien complet. Ok, bah, tu sais ce qui vient de me revenir, c'est que aussi la vitamine D3 est très importante dans la synthèse de testostérone. À ne pas oublier. Vitamine D3, exactement sur le même principe de ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait de se baser sur la littérature scientifique, regarder sa prise de sang, tester son taux de vitamine D3, donc qui est généralement le taux de 25 OHD sur une prise de sang, regarder ce qu'il en est et ajuster plus ou moins sa prise de vitamine D3. Mais évidemment, la vitamine D3 est un marqueur inhérent à la production de testostérone. Donc ça vient de me revenir. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le redis, en fait, je suis en train de me dire qu'au final c'est logique la vitamine D3, mais Ouais, ouais. j'avais même pas pensé. C'est complètement inhérent à la production de testostérone, mais j'avais oublié de le dire. En plus, tu sais, depuis tout à l'heure, je me disais, mince, il y a un truc que je dis pas, je sais pas quoi, mais là, ça m'est revenu. Donc, du coup, voilà, vitamine D3 en plus de zinc, magnésium et vitamine C, c'est déjà vraiment pas mal. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire déjà. Bah écoute, je te remercie Axel pour avoir répondu à toutes les questions. Pas de souci, Bah, je mettrai les liens de tous tes réseaux, tu me donneras les liens et puis je les mettrai dans la description du podcast. Comme ça, pas de souci, si les personnes veulent aller voir ton travail, si elles ont des questions à te poser ou des choses comme ça, elles pourront sans problème. bien sûr. Et puis du coup, bah, on se dit à la prochaine et merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Ciao! Ciao!